L'eau, en français, tirerait ses origines du mot « ewe », une déformation linguistique du mot « Ève », la mère de tous les hommes. 3 lettres simples qui définissent ce qui est à l'origine de toute vie. Dans de très nombreuses traditions, l'eau fut créée en même temps que les dieux. Un extrait du livre des morts en Égypte parle même de ce grand dieu qui s'est créé lui-même comme étant l'eau, l'abysse, le père de tous les dieux. Elle serait ainsi à l'origine de toute chose et serait la substance qui purifie et agit autant dans le visible que l'invisible. Et pourtant, elle est encore à ce jour le solvant le plus complexe à étudier pour la science. Pourquoi ? Parce qu'elle possède une combinaison de propriétés étonnantes. Une très grande partie de la communauté scientifique admet qu'on ne sait pas exactement expliquer ses propriétés. Aussi bien pour la physique quantique, la biologie, la médecine, elle est un mystère. Et la célèbre formule H2O serait le parfait exemple d'une définition bien limitée. Pourquoi ? Parce que si l'on considère 18 grammes d'eau, ce qui représente environ 350 gouttes d'eau, et que l'on calcule combien de molécules d'eau ces quelques gouttes renferment, on obtient environ le même nombre d'étoiles présentes dans tout l'univers. Or, comme l'affirme le professeur Marc-Henri, même si l'univers est fait d'étoiles, il ne se limite pas à une étoile unique. Expliquer l'univers en expliquant le fonctionnement d'une étoile, c'est comme observer cette immensité par le trou d'une serrure. De la même façon pour l'eau, H2O en réduit la compréhension et ne peut donner de réponse sur l'étendue de ses propriétés, de son mouvement et de ses effets particuliers. Cette formule est bien trop éloignée de la réalité. C'est pourquoi l'eau doit être observée et expliquée dans le lien étroit qu'elle entretient avec son environnement, dans son mouvement naturel, sa présence dans notre corps et du lien qu'elle entretient avec ce qui est présent partout et en toute chose, le vide. Les chercheurs qui l'ont librement étudié ces derniers siècles, comme René Quinton, Victor Schauberger, le professeur Benveniste, Roland Plauché, Masaru Emoto, le professeur Montagnier et aujourd'hui le professeur Marc-Henri, ont chacun d'eux révélé d'extraordinaires aspects de ce liquide. Parmi les étonnantes propriétés de l'eau, notons la nature de la liaison hydrogène, mais aussi sa capacité d'autorégénération et de vecteur d'information. Ces découvertes ont pour certaines été contestées et pour d'autres simplement oubliées. Sauf qu'il y a quelque chose d'inévitable à notre époque. Ces informations restées longtemps cachées, critiquées ou morcelées, se libèrent telles les eaux libres d'un barrage. Pourquoi ? Parce que ces informations maintenant diffusées et relayées portent en elles une connaissance fertile dont notre société en profonde mutation semble avoir urgemment besoin. Les éléments parsemés de cette grande image sont ainsi en train d'être réunis et c'est ce voyage que nous vous proposons de faire à travers le temps et l'espace. Depuis les découvertes historiques les plus marquantes jusqu'à l'énigme de sa composition la plus intime, de sa fonction au cœur du vivant jusqu'à son rôle dans toute la création, l'eau nous emmène dans une aventure fascinante. Si elle est peu souvent au centre de nos préoccupations sociétales, l'eau est pourtant au cœur des débats scientifiques de ces derniers siècles. L'une des polémiques les plus célèbres la concernant est sa capacité à garder en mémoire des informations. Que signifie exactement cette affirmation ? Selon le dictionnaire Larousse, elle est une activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. Cela implique que l'eau aurait la capacité de capter, conserver et restituer une information. Est-ce possible ? Et si c'est le cas, quelle serait la nature d'une telle capacité biologique ou chimique ? En tant que solvant universel, l'eau a cette aptitude extraordinaire de capturer un très grand nombre de composés chimiques et de le réduire en de plus petites parties. Cela provient de ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes qui vont encercler d'autres composés chimiques. C'est ainsi que l'eau a la capacité de purifier en solvatant plusieurs substances non désirées qui se sont accumulées dans le corps. Elle devient comme un aimant autour duquel les déchets solides et les toxines s'agglomèrent, permettant de les évacuer par les voies naturelles. Mais l'eau conserve-t-elle la mémoire du composé chimique avec lequel elle a été mise en relation ? C'est sur ce principe que l'homéopathie se base. Elle semble montrer que même à très haute dilution,
Lorsque la présence moléculaire de la substance n'est plus visible, l'eau conserverait l'information de la molécule chimique avec laquelle elle a été mise en relation. Quand on veut comprendre le mystère de l'eau, c'est-à-dire le fameux dossier de la mémoire de l'eau, il y a une information préalable qui est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre que chaque chose dans notre monde physique émet une signature électromagnétique. C'est-à-dire que chaque atome, chaque molécule, mais chaque ensemble de molécules, chaque objet, émet un champ électromagnétique qui lui est propre. Donc, c'est ce champ magnétique que l'eau va capter. En fait, c'est l'hypothèse du dossier de la mémoire de l'eau, c'est que l'eau peut capter les signatures électromagnétiques des substances avec lesquelles elle entre en contact. Non seulement elle la capterait, mais elle pourrait la stocker et la retransmettre. C'est pour ça qu'on dit que l'eau se souvient, qu'elle a une mémoire de ces signatures électromagnétiques. C'est ce que le scientifique français Jacques Benveniste a mis en évidence dans les années 80 lors de ses expériences. Il est important de rappeler que ce dernier était un scientifique reconnu de son époque qui entra à l'INSERM en 1973 pour diriger plusieurs unités de recherche. Il sera notamment le conseiller de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche, de 1981 à 1983. Ce que Jacques Benveniste a tout d'abord mis en évidence, c'est que l'eau semble capable de transmettre les propriétés d'une substance. Il était immunologue, donc il travaillait sur le système immunitaire, il s'intéressait notamment aux allergies et aux allergènes. Il a travaillé avec un allergène spécifique, il a donc rendu un tissu vivant, donc notamment le cœur d'un cobaye sensible à un allergène. Donc, quand on approchait cette substance du cœur du cobaye, donc ce tissu réagissait. Et c'est un organe très sensible et qui va détecter de façon très fine, comme dans tous les systèmes allergiques, la moindre trace de blanc d'œuf. Ce que Jacques Benveniste a fait ensuite, et c'est là où c'est surprenant, c'est qu'il a pris donc l'allergène, la substance allergène, il l'a diluée dans de l'eau. Il l'a tellement dilué en fait qu'il est arrivé à ce qu'on appelle des hautes dilutions, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus que de l'eau, il n'y avait plus la substance originale dans l'eau. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a approché l'eau du cœur du cobaye et à ce moment-là, le tissu vivant, donc ce cœur, a réagi. Alors qu'il n'y avait plus la substance originale, il n'y avait plus l'allergène dans l'eau, il y avait juste de l'eau. Donc il en a déduit que l'eau était capable de capter les propriétés de la substance allergène, de la mémoriser et de la retransmettre alors que la substance n'était plus présente dans l'eau. En 80, j'étais à la tête d'une équipe d'une quarantaine de personnes qui tournait bien, avec un bon niveau international, jusqu'au moment où nous sommes tombés sur ces expériences tout à fait bizarres. Et j'ai accueilli ces résultats de la même façon que les autres. Je les ai triturés pendant 5 ou 6 ans, et puis j'ai fait mon boulot de chercheur, c'est-à-dire que je les ai envoyés à Nature, la revue la plus élevée de la recherche, où j'avais déjà publié 4 articles, donc j'étais connu dans le milieu. Et à ce moment-là, tout a explosé. Et c'est là où on voit que c'était un excellent scientifique, parce que pour arriver à publier dans une revue aussi célèbre que Nature, et il lui a fallu quand même 3 ans pour publier. C'est-à-dire qu'au départ, il ne voulait pas. La méthode scientifique, à la base, c'est quoi? C'est de dire que si vous observez quelque chose, et si cette chose-là est reproductible, vous devez publier, on ne peut pas vous en empêcher. Et à l'époque, il y a des gens qui ont dit c'est pas reproductible. En fait, Benveniste a bien montré que c'était reproductible, et on a été obligé de publier son papier. Mais c'est là où les choses ont été quand même un petit peu biaisées, c'est que l'éditeur en chef de la publication, coincé, il a dit bon, je dois publier, mais il a fait un éditorial où il a dit de toute façon c'est de la foutaise. Et ça, c'est pas correct. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas publier un truc et en même temps dire c'est faux. Donc il y a eu énormément de réactions par rapport à sa publication parce que là, on est sur des données scientifiques qui provoqueraient un changement radical de façon de faire de la science, ce qu'on appelle un changement de paradigme.